Cadre de votre émission, une émission hebdomadaire où nous allons passer l'actualité qui prévaut en revue sur l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une figure, pas le moindre, en République démocratique du Congo. Lui, c'est Noël Tiani Mwadjamvita. C'est avec lui que nous allons passer l'actualité en revue. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir dans votre émission. Merci beaucoup. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre, la levée du moratoire de la peine de mort au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Ça divise la classe politique. En tant que politique, comment est-ce que vous analysez cette décision du gouvernement? Je trouve que cette décision, elle est salutaire pour la République démocratique du Congo, étant donné que depuis 1994, notre pays est littéralement assiégé par les armées venues du Rwanda et de l'Ouganda. Et assiégé, pourquoi? Parce que nos forces armées nationales, les FARDC, sont infiltrées par des gens qui sont au service de l'ennemi et qui travaillent contre les intérêts de la RDC. Par conséquent, le moratoire qu'on a levé veut dire simplement que si vous êtes Congolais et que vous trahissez votre pays, vous allez connaître le sort que vous faites connaître à nos autres compatriotes. Depuis 1994, le Congo a connu 15 millions de morts à cause de ces infiltrés-là. Donc, je pense qu'on sacrifie certains au profit de la majorité pour qu'on puisse sauver la majorité. C'est ça que cette levée de moratoire veut dire. J'ai suivi des positions contraires venant des églises différentes, et en particulier de mon église. Je suis catholique. La CENCO a émis un communiqué qui estime que cette levée de moratoire représente un recul sur le droit de la protection des droits des citoyens. Ça, c'est le rôle de l'église, et c'est tout à fait normal. Et je salue cette position-là, bien que je ne sois pas d'accord avec, mais je salue cette position-là. Ce que je déplore, c'est le langage excessif utilisé par certains leaders religieux qui vont jusqu'à dire que cette levée de moratoire contre les traîtres de la République, il faut d'abord qu'on s'entende qui est traître. Et d'après ces leaders religieux, ils estiment que les traîtres sont les autorités politiques. Moi, je crois que ce langage-là est excessif. Il est tout à fait inadmissible. Même le pape François n'utilise pas ce genre de langage à l'égard des autorités, donc d'un pays, des dirigeants. Mais est-ce que c'est pas par rapport à ce qui s'est dit autrefois par les autorités de ces pays pour dire que tout ce qui se passe à l'est de la RDC, nous sommes avec ces personnes ici, nous cohabitons avec eux, c'est eux qui instrumentalisent l'insécurité dans la partie est. Est-ce que c'est pas par rapport à ces propos-là? Ce sont ces gens-là qu'on appelle des traîtres, des infiltrés. Si on arrive à détecter qui sont ces infiltrés dans la communauté congolaise, dans les institutions de la République, il faut leur faire subir le sort qui est réservé aux traîtres de la République. Vous êtes de même avis? Mais dire que non, c'est pas le même avis. Mais dire que toutes les autorités de la République sont des traîtres parce qu'ils n'ont pas défendu comme il se doit la population congolaise, je crois que ce langage-là n'est pas du tout acceptable. Je vous informe que je suis catholique pas depuis hier. Je suis catholique depuis ma naissance. Et j'ai vécu dans d'autres pays où je pratiquais le catholicisme, notamment aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, je n'ai jamais entendu l'Église catholique parler publiquement contre les autorités politiques. J'ai jamais entendu cela. Et lorsqu'il y a une cause nationale à défendre, tout le monde se met dans le même camp. Je n'ai jamais entendu cela. Qu'en est-il de séparation? Arrivé ici, je trouve qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et l'Église. On trouve qu'il y a certaines églises qui se comportent comme des partis d'opposition, des partis politiques d'opposition. S'il en est ainsi, il faudrait que ces églises-là aillent demander l'autorisation d'être accréditées comme étant des partis politiques, que soient reconnus comme étant des partis politiques. Pourquoi? Parce que leur comportement gêne les actions du pouvoir politique, des dirigeants politiques qui travaillent dans l'intérêt du pays. Je voudrais saluer ici une église assez particulière. Très bien. C'est depuis quelques années que je fréquente le chef religieux de l'église kimbanguiste. Et je trouve que c'est un homme très respectable. Respectable dans la mesure où je ne l'ai jamais entendu publiquement se prononcer contre l'église, contre l'État, contre les autorités politiques. Et d'ailleurs, quand
ce chef religieux rencontre les autorités politiques, je vois qu'il y a beaucoup de respect et de considération entre les deux côtés. Par conséquent, le chef religieux de l'église kimbanguiste obtient beaucoup des autorités politiques en étant respectueux à leur égard. Quand il y a des divergences, on les exprime, mais de façon civilisée. Mais aller sur les ondes de radio et télévision nationale, internationale, littéralement insulter les autorités politiques d'un pays, je crois que ce n'est pas du tout cela qui doit être considéré comme étant une attitude responsable d'une église. Même le pape François ne parle pas comme ça, comme les autorités politiques. Alors, qui doit justement rétablir cet ordre-là de séparation entre l'église, la politique ou l'État congolais? Moi, j'estime que nous sommes arrivés à un point où l'autorité politique doit convoquer l'église et leur dire, redéfinissons les règles du jeu. Rappeler le principe de laïcité de l'État, mais aussi le principe de séparation entre l'État et l'Église. À partir du moment où on ne regarde pas dans une même direction, hein, et oui, l'État congolais et l'Église. Mais vous savez, s'il y a une confession religieuse, s'il y a une confrontation, j'ai peur que les autorités religieuses qui sont concernées pourraient être amenées à fuir le pays. Et nous ne voulons pas arriver à cette situation-là. J'estime que nous devons trouver des règles, des modus vivendi, pour que chacun fasse ce qu'il doit faire, mais dans le respect absolu donc de l'autre. Si nous arrivons à définir ces règles du jeu, qui sont déjà définies dans la Constitution, où on parle de laïcité de l'État, mais de séparation entre l'État et l'Église, pour que chacun fasse ce qu'il doit faire, mais en respectant donc l'autre camp, je pense que c'est comme ça que nous pouvons travailler ensemble dans l'intérêt du pays. Mais s'il y a une confrontation, j'ai peur que certaines autorités religieuses aient tout à perdre plutôt que à gagner, en ayant une attitude qui n'est pas du tout donc responsable. Très bien. Revenons un peu à cette levée du moratoire au sein de nos forces armées. Est-ce que vous êtes de même avis avec ceux qui pensent que c'est déjà une loi qui existait depuis longtemps, depuis le temps de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui n'a jamais été exécutée? Non, l'application, ça souffre d'application. Est-ce que vous êtes de même avis avec ceux qui pensent de cette manière-là? C'est une loi qui a existé, sauf qu'elle était suspendue. Quand il y avait moratoire, ça veut dire la loi existe, mais vous ne pouvez pas l'exécuter. Maintenant qu'on a levé le moratoire, ça veut dire que la loi existe, elle va être exécutée, elle va être mise en œuvre. Il y a des gens qui vont être fusillés, il y a des gens qui vont être pendus. Pourquoi? Parce que ces gens ont été condamnés pour avoir été des traîtres de la République. Vous savez, le Congo n'est pas seul sur la planète. J'ai vécu dans certains pays où la peine de mort, elle est appliquée. J'ai vécu aux États-Unis. Chaque année, il y a 2 ou 3 personnes qui passent par la chaise électrique, qui sont exécutées. Les organisations des droits de l'homme, donc, vivent aux États-Unis. Elles vivent à travers le monde. Pourquoi est-ce que personne n'est allé dire au président Joe Biden, assez, c'est assez, il faut arrêter donc l'exécution de ça. Il y a une raison pour laquelle on arrive à ce cas extrême-là, qu'on ne souhaite pas. La raison, c'est qu'il y a des individus qui posent des menaces à la vie d'autres citoyens. Ici, dans notre cas ici, il y a eu 15 millions de personnes tuées. Est-ce que vous allez protéger un individu, la vie d'un individu, mais qui fait mourir 15 millions de personnes? À un moment donné, il faut choisir. On protège la majorité. Et s'il faut sacrifier un individu, il faut le faire. Une réaction par rapport à ceux qui pensent que ça va servir au règlement de compte, sur le plan politique, évidemment. Nous devons encadrer la justice de façon à éviter des règlements de compte. À une justice qui... Et je dis bien que nous devons encadrer la justice pour éviter des règlements de compte. Et quand on arrive à exécuter un individu, ça doit être un cas notoirement connu, un cas où il n'y a aucun doute que la personne méritait la peine de mort. C'est ainsi qu'aux États-Unis, quelqu'un qui a pris un fusil et qui tire sur plusieurs personnes, au vu aussi de tout le monde, vous allez lui éviter cette peine-là comment? Donc, il faut que ce soit un cas notoirement connu, où il n'y a pas donc de doute que la personne mérite la peine de mort, pour qu'on arrive donc à l'exécuter. Par conséquent, la justice que nous avons, c'est celle que nous avons. Elle n'est pas encore parfaite. Il faut la parfaire. Mais en attendant qu'elle soit parfaite, la peine de mort contribue à pouvoir valoriser la justice. On risquerait de connaître plusieurs bavures dans cette histoire ainsi que des règlements de compte parce que je dis bien qu'il faut encadrer, ici, il faut encadrer la justice, mais la même justice qu'on décrit ici qu'elle n'est pas encore au niveau où l'on veut nous tous. Vous ne pensez pas que ça va donner plusieurs choses? On déplore la justice américaine. Les Noirs sont systématiquement condamnés. Donc tout le monde estime que même aux États-Unis, il faut parfaire la justice. Très bien. Mais on exécute la peine de mort. Mais il faut encadrer des choses de façon telle que quand on arrive à un cas aussi extrême, qu'il n'y ait pas de doute que la personne a mérité cela.
Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes en train de recevoir sur ce plateau Hebdo Actu Monsieur Noël Tiani Mwadiamvita. C'est avec lui que nous sommes en train d'analyser l'actualité politique. Alors, nous allons changer de thématique tout de suite pour parler du système bancaire congolais. Satisfait de la manière, je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont les choses se font. Je ne suis pas du tout satisfait de la structure, du fonctionnement et des services que rend le système bancaire congolais aux Congolais. Déjà, au niveau de la structure du système financier, je déplore le fait qu'on n'ait aucune banque congolaise, qu'on ait simplement des banques étrangères. Et quand on dit banques étrangères, ce ne sont même pas des banques qui viennent des pays qui ont des traditions bancaires. Ce sont des banques qui viennent d'autres pays sous-développés et qui n'ont pas de traditions bancaires et qui n'apportent pas grande valeur à l'économie congolaise. On trouve ici des banques nigérianes, c'est-à-dire du Nigeria, des banques qui viennent d'Afrique de l'Ouest, du Togo et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, des banques qui viennent du Maroc, des banques qui viennent du Liban, des banques qui viennent du Pakistan, des banques qui viennent du Kenya. Donc, toutes ces banques-là ne sont pas des banques congolaises. Et dans leur fonctionnement, on trouve qu'on appauvrit les Congolais au profit des étrangers. Comment? Toutes ces banques reçoivent des dépôts des Congolais. Mais quand il s'agit de faire des crédits, il faut bien analyser les détails du portefeuille de crédit de ces banques-là. Vous trouverez que la plupart des crédits sont faits en faveur des personnes qui viennent des pays d'où viennent ces banques-là. Donc, on prend les dépôts des Congolais, on finance les activités des étrangers. Ce n'est pas du tout acceptable. Ça, c'est un. Maintenant, quand vous regardez les produits et les services bancaires, comment ils sont facturés. Mais moi, je suis choqué de constater que il y a des frais, des commissions qui sont exorbitants, qu'on charge sur les comptes des Congolais. Je vais donner 2 ou 3 exemples pour vous en convaincre. Vous êtes dans une banque, vous avez un compte bancaire dans la banque A et vous voulez transférer de l'argent de ce compte dans la banque A dans votre compte dans la banque B, dans la même ville, la ville de Kinshasa. Ce transfert-là vous coûte 1% du montant transféré. Par exemple, si vous transférez $1 million, ça va vous coûter $10 000. Mais c'est exorbitant. Pour un transfert. Pour un transfert. D'une banque dans une autre banque, dans la même ville. Ça, c'est un. C'est exorbitant. Dans un autre pays, ce transfert-là coûterait moins de $25. Très bien. Ça, c'est un. 2, vous avez un compte dans une banque et vous voulez simplement retirer l'argent de votre compte. Vous retirez $3 600. Ce retrait-là vous coûte $50. C'est exorbitant. Dans un autre pays ou dans tous les autres pays du monde, ces retraits-là sont gratuits. 3e exemple. Vous avez un compte dans la banque A à Kinshasa. Cette banque A est une succursale, a sa succursale dans une autre ville comme Kananga. Vous voulez faire le transfert de ce compte dans une banque, dans la banque A à Kinshasa, dans la succursale à Kananga, au profit donc d'un client qui se trouve là-bas. Ce transfert-là vous coûte 0,25% du montant transféré. Dans un autre pays, c'est un transfert, c'est une opération interne à la banque. On débite un compte, on crédite un autre, c'est gratuit. Donc, moi, j'estime juste que le système bancaire congolais abuse des Congolais. Et ce qui est triste, c'est que l'autorité monétaire qui est supposée superviser ça, réglementer ça, semble être aveugle, ne voit pas ça, ne comprend pas comment le système bancaire devrait fonctionner. Par conséquent, encore une fois, j'ai fait un appel solennel aux autorités politiques, aux parlementaires, à la Banque centrale, de se réveiller pour protéger les intérêts des Congolais. Et je milite aussi dans ce cadre-là à la mise en place de ce que j'appelle une agence de protection des consommateurs. Pour que quand un consommateur, un client d'une banque est abusé de cette façon-là, qu'il ait un moyen de recours, qu'il y ait un numéro de téléphone qu'il peut appeler pour se plaindre. S'il appelle ce numéro-là, qu'il y ait des inspecteurs qui puissent inspecter le cas en question, et si on trouve que la banque a abusé du client, qu'on puisse la sanctionner. Très bien. Ce bureau de protection des consommateurs peut être à l'intérieur de la Banque centrale, ça peut être aussi une agence indépendante. Mais je pense que pour ne pas avoir la prolifération des institutions qui pourraient ne pas avoir des capacités que ça soit au sein de la Banque centrale, que ça soit au niveau de la Banque centrale, mais qu'on lui donne un mandat élargi
pour qu'elle puisse couvrir non seulement le secteur bancaire, mais également le secteur de mobile banking. Donc, les opérations telles que M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, ou même des opérations qui sont faites par des compagnies de télécommunications, des opérations financières, que cette agence ou ce bureau soit mandaté pour pouvoir réglementer, inspecter et aussi sanctionner donc les institutions responsables donc de ces abus. Très bien. Alors, on parle du système bancaire congolais. Vous n'êtes pas du tout satisfait des frais engagés lors des opérations. Mais que faire exactement en tant que technicien de la matière? Que faire pour que le système bancaire congolais redevienne normal? Mais aussi, est-ce que ça a une influence sur l'économie du pays? Bien sûr que ça a l'influence sur l'économie. Les gens n'obtiennent pas du système bancaire ce qu'ils devaient obtenir, les financements qu'ils devaient obtenir. Et moi, je voudrais militer pour la mise en place des institutions congolaises. Pardon. Je voudrais militer pour la mise en place des banques congolaises. On a connu dans le passé des banques congolaises telles que la Banque zaïroise du commerce extérieur, la Banque du peuple. Okay. On a eu la Banque de Kinshasa. On a eu les autres banques comme étant l'Union zaïroise des banques qui était un partenariat entre la Banque Bruxelles-Lambert et l'État congolais. On a connu donc la BCZ, la Banque commerciale zaïroise, qui était un partenariat entre entre une banque belge et l'État congolais. Il faut qu'on arrive à mettre en place des banques où les Congolais ont un mot à dire. Et quand j'entends par Congolais, qu'est-ce que j'entends par Congolais? L'État, le secteur privé ou les institutions congolaises. Institutions congolaises étant comme par exemple le FPI, comme la SNSS, le CNSAP, comme étant la SONAS. On peut trouver aussi des individus de Congolais qui voudraient être actionnaires donc dans le système bancaire. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place des banques dont l'actionnariat est majoritairement congolais. Ces banques-là pourraient entraîner le coût des opérations ou des services bancaires à la baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire dans un cadre national qui ne devraient pas revenir donc dans les mains des étrangers nécessairement. Je donne l'exemple. Rien que le paiement des travailleurs congolais, des fonctionnaires congolais qui passent par des banques étrangères. Mais moi, je pense que c'est très grave. Il faut qu'on arrive à avoir des banques congolaises qui s'occupent de ces genres de services-là à rendre à la population congolaise. Quand il y a des paiements, des salaires à effectuer, ça passe par ces banques congolaises. Et de cette façon-là, ça pourra entraîner le coût des opérations bancaires à la baisse et les banques étrangères seraient forcées de pouvoir suivre donc ce rythme-là. Très bien. Donc ça, c'est un. Deux. Mais je regarde aussi qu'il y a des domaines où les services qui n'existent pas du tout dans notre pays. Par exemple, vous voulez acheter une maison. Vous allez acheter la maison comment? Parce que les banques commerciales que nous avons aujourd'hui ne font pas de crédits hypothécaires. Il faut qu'on arrive à mettre en place ce que j'appelle des banques de crédits hypothécaires, des banques de l'habitat, qui seraient en grande partie des banques d'État, mais où il y aurait aussi donc des participations des privés. Ces banques-là existent dans d'autres pays. Moi, j'ai aidé à mettre en place ces institutions-là, par exemple en Afrique de l'Ouest. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous trouvez la banque de financement de l'habitat de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a la banque de l'habitat du Sénégal qu'on appelle la BHS. Aux îles du Cap-Vert, il y a une banque similaire. Au Burkina, au Mali, la banque de financement de l'habitat qu'on appelle la BHM. Donc, il faudrait qu'on arrive à mettre en place au Congo des institutions de ce genre-là qui pourraient rendre des services précieux à la population congolaise en donnant des crédits à l'habitat, des crédits pour achat donc des maisons ou des immeubles en République démocratique du Congo. J'estime que nous devons élargir notre système bancaire pour créer ces institutions-là. Il y a d'autres services, notamment par exemple le financement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. On dit que ces secteurs-là sont prioritaires, mais vous allez obtenir les crédits où? Il n'y a pas de banque agricole. Il n'y a pas de banque agricole ici. Au Mali, moi, j'ai aidé à mettre en place la banque, ça s'appelle comment? La Banque nationale de l'agriculture, la BNDEA, au Mali. Elle fonctionne à merveille. C'est un partenariat entre l'État malien et la Caisse française de développement. Nous pouvons envisager donc des mécanismes de ce genre-là donc dans notre pays. Par conséquent, le système bancaire que nous avons ne répond pas du tout aux besoins de développement du pays. Il faut qu'on puisse le repenser et qu'on puisse remettre en place un système qui pourra répondre à ces besoins-là. Mais j'en profite aussi pour qu'on puisse voir d'autres services financiers qui n'existent pas. Rapidement. Il faut qu'on arrive à mettre en place, notamment la bourse des valeurs mobilières ou la bourse des matières premières. Ce sont des services qui manquent dans le système que nous avons aujourd'hui et qui sont importants pour le fonctionnement normal
de notre pays. Très bien. Alors, on va aussi beaucoup plus s'atteler sur ce système bancaire congolais, mais aussi, est-ce que c'est pas dû à toutes ces opérations qui se font dans le système bancaire congolais, se font toujours en devise, dans la monnaie étrangère, et ça a une conséquence sur la dépréciation de la monnaie locale? Nous avons l'obligation en tant que pays de mettre fin à la dollarisation de l'économie. Ce n'est pas normal qu'un pays souverain, un pays indépendant, utilise une monnaie étrangère comme si c'était donc la monnaie de ce pays-là. Il faut qu'on arrive à tout faire pour mettre fin à la dollarisation de l'économie et qu'on puisse valoriser la monnaie nationale, le franc congolais. Et pour cela, moi, je milite pour une nouvelle réforme monétaire qui pourra enlever de la circulation la monnaie des singes que nous avons aujourd'hui, le franc congolais, pour remettre en place une monnaie nationale qui serait une monnaie plus proche, dont la parité serait plus proche donc du dollar, et qui pourra, cette parité pourra être entretenue avec de nouvelles techniques. Ces techniques-là consistent en quoi? Un, à respecter scrupuleusement le budget national, à éviter des déficits budgétaires chroniques, à éviter donc le recours à la planche à billets, à faire en sorte que quand les entreprises congolaises vendent des minerais à l'extérieur, qu'on puisse rapatrier 100% de recettes d'exportation en devises étrangères, qu'on les rapatrie au Congo, et que au niveau donc du Congo, qu'on puisse conserver toutes ces devises étrangères au niveau de la Banque centrale, donc dans ce qu'on appelle donc les réserves d'échange de la Banque centrale. Il y a toute une série de mécanismes que nous devons mettre en place pour que la nouvelle monnaie qui devra remplacer le franc congolais que nous avons aujourd'hui, cette nouvelle monnaie, soit gérée différemment par rapport à ce que nous avons et qu'elle puisse donner la stabilité qu'il faut, la stabilité monétaire, mais également la stabilité de taux de change qui pourra préserver le pouvoir d'achat de la population. Vous savez, dans le discours d'investiture du président de la République pour son deuxième mandat, une des choses importantes qu'il a mentionnées, c'était non seulement la création d'emplois, mais aussi la stabilité du pouvoir d'achat de la population. Très bien. Je voudrais dire que nous n'allons pas réussir la préservation du pouvoir d'achat de la population si on n'arrive pas à stabiliser la monnaie. La monnaie, c'est le premier facteur qui affecte le pouvoir d'achat. Regardez aujourd'hui, vous avez des salaires des fonctionnaires de l'État qu'on a déterminés il y a 4-5 années au taux d'échange de $1 égale à 920 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à $1 égale à 3000 francs congolais. Mais rien que par ce mécanisme-là, le pouvoir d'achat de la population a été diminué de près de 60%. Donc, c'est la monnaie qui constitue l'élément principal de stabilité du pouvoir d'achat de la population. Donc, mettons le paquet pour que le Congo puisse avoir une monnaie crédible, une monnaie stable. Ah, comment faire pour redonner cette valeur-là? Mais il y a à partir du moment où nous avons une économie extravertie. Il y a tout un ensemble de règles. L'extraversion, il faut la combattre. Pour la combattre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder qu'est-ce que nous importons aujourd'hui. Nous importons essentiellement la nourriture, les biens, les produits alimentaires. Mais nous pouvons produire et assurer notre autosuffisance alimentaire. Comment? Vous connaissez le cas du parc agro-industriel de Bukangalonzo. J'ai visité le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Imaginez si nous pouvons faire dans les 26 provinces de la RDC. Dans chaque province, nous développons 2 ou 3 ou 4 parcs agro-industriels. Chaque parc agro-industriel se spécialisant dans la production de tel ou tel produit. Nous assurons l'autosuffisance alimentaire ici. Nous allons couper pratiquement les factures d'importation des produits alimentaires parce que c'est bien là, nous allons les produire donc localement. Donc, il faut avoir une vision. Il faut avoir un programme d'action pour arriver à changer une situation médiocre à une situation que nous souhaitons. Par conséquent, l'autosuffisance alimentaire, on peut l'assurer en mettant au travail les 90% des chômeurs que nous avons, les 90% de la population active que nous avons qui se trouve au chômage. Nous pouvons donc créer du travail pour eux dans l'agriculture, dans l'élevage et la pêche, leur donner des moyens qu'il faut. Je donne l'exemple de l'Indonésie. L'Indonésie fait à peu près la moitié de la superficie de la RDC. Mais l'Indonésie a une population qui fait 2 fois la population de la RDC. Ils ont 265 millions d'habitants. C'est un pays qui a réussi à assurer l'autosuffisance alimentaire en développant des parcs comme agro-industriel de Bukangalonzo, mais un peu partout, dans un partenariat entre l'État et les privés. Et on produit à gogo tous les produits alimentaires. Ils subviennent à leurs besoins localement. Ils exportent même la production. Qui doit justement mener cette politique économique? Mais moi, je pense que c'est l'État qui doit être au centre de ça, qui doit jouer le rôle de catalyseur. Identifier les partenaires dans le secteur privé avec lesquels on peut travailler, à qui on peut donner des moyens. L'État, par exemple, peut donner des concessions de terres. Il peut aider
certains entrepreneurs à avoir des fonds de roulement, à avoir des tracteurs pour travailler. Et ces entrepreneurs doivent s'engager à pouvoir recruter, par exemple, la main-d'œuvre locale pour les mettre donc, pour la mettre en valeur. Donc, il doit y avoir ce partenariat entre l'État et le secteur privé pour arriver à mettre en valeur donc les terres que nous avons au profit de la population. Très bien. Alors, une question me vient en esprit. Comment, vous avez parlé tantôt de la dédollarisation de la monnaie locale. Comment procéder pour obtenir cette dédollarisation-là? Il y a tout un programme qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à dédollariser l'économie. La première des choses, je crois qu'il faut remettre la Banque centrale dans son rôle de véritable autorité monétaire. Aujourd'hui, la Banque centrale ne fait pas ce rôle-là. Il faut la remettre dans son rôle de véritable autorité monétaire. C'est la Banque centrale les moyens qu'il faut. L'un des moyens qu'il faut déjà récapitaliser la Banque centrale. Récapitaliser, ça veut dire quoi? La Banque centrale aujourd'hui a un capital de 60 francs congolais. C'est ridicule. Ça ne lui donne pas les moyens de pouvoir intervenir sur les marchés d'échange pour faire quoi que ce soit. Il faut récapitaliser la banque. Le capital de la banque devrait être de combien? Le capital de la Banque centrale du Congo doit être estimé à environ à 10% du montant du PIB. Le PIB que nous avons aujourd'hui est de 75 milliards de dollars. Donc 10% de cela, c'est 7,5 milliards de dollars. C'est cela dont on a besoin comme capital de la banque. Mais comme la banque a des réserves d'échange d'environ 5,1 milliards de dollars. Ça veut dire que si on prend les besoins en capitalisation de 7,5 milliards de dollars, moins 5,1 milliards de dollars de réserves que nous avons, ça veut dire qu'on a besoin d'injecter dans cette banque centrale environ 2,4 milliards de dollars pour qu'elle soit suffisamment capitalisée. Il faut que l'État se débrouille pour arriver à donner à la banque centrale les moyens qu'il faut. Et comment est-ce qu'on peut trouver cet argent-là? Mais vous avez c'est ça la plus grande question. Mais vous avez entendu qu'on a renégocié les contrats chinois, non? On renégocie les contrats chinois, on dit qu'on a obtenu donc 7,7 milliards donc de dollars. Ben, prenez une portion, donnez à la Banque centrale pour qu'elle soit récapitalisée. Donc, il faut qu'on ait des priorités. Et cette récapitalisation de la Banque centrale, c'est l'une des priorités que le pays doit avoir. Parce que ça va dans le sens de pouvoir stabiliser le pouvoir d'achat de la population. Si la Banque centrale fonctionne normalement, elle sera en mesure de contribuer à la stabilité du pouvoir d'achat de la population et la stabilité de la monnaie. Donc voilà un des chemins que nous pouvons suivre pour arriver à récapitaliser la banque. Maintenant, une banque centrale bien capitalisée et bien dirigée. Il faut qu'elle ait un leadership compétent, capable de communiquer, de dire voici ce que nous faisons. Leadership clair. Un leadership clair, compétent, qui a une vision très claire de ce qu'elle fait, non seulement au niveau de la banque centrale, mais également au niveau donc du secteur financier. Et que ce leadership sera en mesure de communiquer exactement ce qu'elle fait pour que la population puisse suivre. 3, il faut maintenant arriver à mobiliser l'opinion publique. Il n'y a aucun pays du monde qui peut réussir à avoir une monnaie stable si les autorités monétaires ne peuvent pas convaincre la population qu'il faut utiliser la monnaie locale. Très bien. Allez en Europe, par exemple. Quand vous allez en Europe, vous voulez utiliser, vous êtes en France, vous voulez utiliser le dollar américain dans le magasin pour acheter un costume. Aucun commerçant en France ne va accepter ça. On va vous dire, allez-y dans une banque, échangez, obtenez donc la monnaie du pays qui est l'euro et venez acheter ça. Donc, c'est le public qui est le protecteur de sa propre monnaie. Si vous allez aux États-Unis, vous amenez l'euro, vous voulez acheter un costume donc dans un magasin à Washington ou bien à New York, le commerçant ne va pas accepter donc l'euro. Bien que ce soit une monnaie crédible, on va vous dire, allez dans une banque, échangez votre monnaie, obtenez donc le dollar américain qui est notre monnaie et vous allez venir faire la transaction commerciale. Très bien. Quand vous arrivez au Congo, tout le monde est tout à fait content d'utiliser n'importe quelle monnaie. Donc la banque a une mission de sensibiliser. La banque doit pouvoir éduquer la population, monter la population congolaise contre les monnaies étrangères. Éduquer la population pour qu'elle sache que sa monnaie, c'est le franc congolais. Nous devons utiliser notre monnaie. Personne ne doit pouvoir amener de devises étrangères ici. Quand vous amenez des devises étrangères, on vous montre où se trouve la banque commerciale pour que vous alliez changer ces devises-là, que vous obtenez donc la monnaie congolaise, les francs congolais, avant de faire la transaction. Donc, l'autorité monétaire doit jouer ce rôle d'éducation de la population. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sent pas ça. Donc, il faut qu'il y ait cette combinaison d'efforts entre l'autorité monétaire, mais également le ministère des Finances ou bien le gouvernement pour éduquer la population et l'amener à accepter le franc congolais comme étant la seule utilisable sur l'étendue du territoire national. C'est la population qui doit rejeter les devises étrangères, qui doit dire à tout le monde qui vient, les touristes qui viennent, allez-y changer dans nos banques commerciales
obtenez la monnaie locale et venez faire des transactions ici. Mais pour qu'on arrive à convaincre la population à faire cela, il faut qu'on donne à la population des raisons de croire. Ces raisons-là, c'est lui donner la monnaie nationale, le franc congolais qui sera stable et crédible. Si le franc congolais est stable et crédible, peut être utilisé de la même façon que le dollar américain ou bien l'euro. En ce moment-là, la population pourra jouer son rôle en étant patriote, en étant nationaliste, pour convaincre tout le monde à utiliser la monnaie nationale. Comprenez que nous sommes en train de recevoir un technicien en la matière. Voilà pourquoi sur ce terrain-là, en tout cas, il y aura beaucoup et plusieurs propositions pour justement redonner la valeur de la monnaie locale face à la monnaie étrangère. Je rappelle que je reçois Noël Tiani Modianvita dans cette émission. C'est avec lui que nous sommes en train de passer en revue l'actualité. Alors, nous allons changer encore une fois des thématiques pour aborder cette fois-ci la politique en République démocratique du Congo, formation du gouvernement. Vous êtes un acteur politique influent dans ces pays. Le profil du prochain Premier ministre. Bon, ça c'est un domaine de souveraineté du chef de l'État. Il peut définir les règles comme il veut. Il peut choisir le Premier ministre qu'il veut en fonction des objectifs qu'il s'est assigné. Mais si j'avais un conseil à donner, c'est que le Congo se trouve à la croisée de chemin et que le Congo a trop tergiversé. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui a été détaillée autour des 6 points qu'il avait mentionnés dans son discours d'investiture. La création de l'emploi, la stabilité du pouvoir d'achat, le renforcement de la sécurité, la construction des infrastructures, l'amélioration de la gouvernance. Donc, tous ces points qui ont été énumérés dans le discours d'investiture du chef de l'État. Pour arriver à mettre cela en œuvre, il me semble qu'on doit faire appel aux technocrates. Des technocrates bien rompus qui savent comment il faut monter un projet et qu'il faut le mettre en œuvre et qu'il faut l'évaluer et que déterminer quelles sont les mesures correctives qu'il faut mettre en place avant que le projet n'arrive à terme pour qu'on arrive à atteindre... On en a déjà eu dans ce pays, on a eu des technocrates, on a eu des warriors, on a eu... Mais jusque-là, rien ne change. Parlons justement de la vie. Il y a technocrates et technocrates. Il y a technocrates qui savent ce qu'ils font et technocrates qui savent faire des discours. Et je voudrais que cette fois-ci, le chef de l'État se fasse violence pour choisir de véritables technocrates capables de lui délivrer la vision de développement qu'il a. Une très bonne vision, une vision excellente. Mais pour arriver donc à le faire, on ne va pas le faire avec fanatisme. On ne va pas le faire nécessairement avec des copains politiques, avec des gens qui ont fait des discours pour le faire élire. Il faut qu'on arrive à faire à réussir la mise en œuvre. La bataille est rude dans la classe politique congolaise, surtout du côté de la majorité, où tout le monde veut tirer le drap de son côté en disant que voilà, on a travaillé pour le chef de l'État, nous avons plusieurs députés dans notre parti politique ou regroupement politique. Vous évoquez ici que ça revient du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais en tant qu'un politique, vous avez parlé des technocrates à ce poste-là. Quel genre de technocrates? Des technocrates propres, qui n'ont jamais été corrompus, qui n'ont jamais été mêlés à la mauvaise gouvernance et qui n'ont pas du sang sur les mains. Il y a ce genre de technocrates-là qui existent dans notre pays. Il faut que le chef de l'État se fasse violence pour arriver à les dénicher. Et aussi, il faut que le chef de l'État en profite aussi pour renouveler un tout petit peu la classe politique. On est trop fatigué d'entendre les mêmes noms-là depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il est temps de pouvoir donner la chance à d'autres personnes. Ceux qui ont servi doivent accepter de se mettre dans le siège. La taille du gouvernement, vous proposez. En ce qui concerne donc la taille du gouvernement, moi je pense que nous avons fonctionné avec des gouvernements éléphantesques dans le passé. Des gouvernements de 57 à 60 ministres. Et pour quels résultats? Donc, j'estime qu'aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de cela pour corriger ces erreurs du passé-là. Un gouvernement trop grand, c'est un gouvernement inefficace dès le départ. Je considère qu'on peut réduire la taille du gouvernement de 60 ministres qu'on a eu dans le passé à 22 ministres maximum, y inclut le Premier ministre. Et je sais que ça va être délicat de pouvoir redistribuer les cartes, partager le gâteau avec tous ces gens qui disent qu'ils ont participé à la réélection du chef de l'État et qui attendent qu'on leur donne des ministres. Mais je crois qu'il y a lieu de leur donner beaucoup d'autres choses et d'avoir un gouvernement réduit qui fonctionne de façon efficace. Et ça peut aussi les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec 15 ministres. L'Allemagne avec 17, la France avec 19. Ce n'est pas normal que nous, le Congo, on fonctionne avec le double. Et ça peut aussi entraîner le train de vie des institutions.
Pardon? Ça peut baisser aussi les trains de vie des institutions. Il faut réduire le train de vie des institutions. Une seule chose que je voudrais suggérer, c'est que dans le prochain gouvernement, qu'il y ait un ministre chargé des réformes institutionnelles. Très bien. Réformes institutionnelles, ça veut dire, est-ce que nous avons besoin donc d'avoir un parlement bicéphale où on a une assemblée nationale de 500 députés et un sénat de 108 sénateurs? Est-ce qu'on ne peut pas mettre les deux ensemble? Réduire la taille du Parlement. Et réduire la taille du Parlement, non pas simplement en fusionnant les deux, mais réduire aussi dans le sens que est-ce qu'on a besoin de tous ces députés-là, 500 députés? Est-ce qu'on ne peut pas fonctionner avec 10 députés par province? Si on fait 10 députés par province, nous avons un Parlement de 260 députés. Très bien. Alors, ça seulement, ça pourrait réduire considérablement les dépenses publiques. Les épargnes qu'on va dégager, on peut les utiliser pour pouvoir investir dans d'autres choses, pour améliorer le système électrique, pour améliorer donc l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Donc, on doit réfléchir donc dans ce sens-là avec des réformes institutionnelles. Le système que nous avons aujourd'hui, nous avons 26 assemblées provinciales. Est-ce qu'on a besoin de maintenir 26 assemblées provinciales? Quel est le rôle de ces assemblées-là? Ces assemblées, est-ce qu'elles ne sont pas budgétivores pour rien? Le rôle des assemblées provinciales me semble être simplement de destituer le gouverneur. Est-ce qu'on a besoin de ça? D'entraîner des conflits entre l'exécutif et... Est-ce qu'on ne peut pas supprimer les assemblées provinciales et le rôle de contrôle de l'exécutif que ces assemblées sont supposées donc jouer? Est-ce qu'il ne peut pas être exercé par l'IGF ou bien par l'inspection générale de la territoriale? Donc, nous devons mener ces réformes-là, cette réflexion-là. Et si on a un ministère chargé de réformes institutionnelles, il pourrait mener cette réflexion-là pour arriver à dégraisser en quelque sorte l'administration publique et la réduire au strict minimum pour qu'on puisse dégager les épargnes qu'on peut utiliser pour améliorer, pour mettre en œuvre d'autres programmes donc, de développement. Très bien. Alors, nous sommes en train de chuter, mais vous avez parlé tantôt du Parlement. Cette nouvelle législature aura les élus nationaux venant de tout le coin de la République démocratique du Congo, et les informations en notre possession est que leur émolument a été revu à la hausse, 33 000 $. Une réaction? Oui, j'ai suivi ça avec intérêt. 33 000 $. D'abord, je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts. Qui a donné aux députés nationaux 33 000 $? Ce sont les députés nationaux eux-mêmes. Ils se sont réunis dans le cadre de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur et ils ont dit que nous, députés nationaux, nous méritons d'avoir des salaires des émoluments de 33 000 $ par mois. Et nous avons besoin de 2 assistants parlementaires. Chaque assistant parlementaire doit toucher 3 300 $ par mois. Donc, ils se sont servis à la caisse. C'est l'autorité budgétaire, mais qui s'alloue lui-même des avantages. Mais si cela est le cas, et si le budget national le permet, je voudrais aussi qu'on puisse étendre la réflexion à d'autres catégories socio-professionnelles. Le citoyen ordinaire, le policier, l'enseignant, le militaire, touche combien? Si vous regardez les policiers, il y en a qui touchent 100 $ ou même moins que 100 $ par mois. Moi, j'estime que c'est inhumain dans un pays où nous avons certains de nos compatriotes qui sont dorlotés par le budget de l'État et d'autres qui sont sacrifiés par le budget de l'État. On donne à un individu 33 000 $ par mois et on donne à un autre 100 $ par mois. C'est injuste. Nous devons être justes à l'égard de tout le monde. Par conséquent, je demande qu'on mette en place une commission soit parlementaire, soit en dehors du Parlement, mais qui va s'occuper de la définition de la grille salariale pour tout le monde. Si on donne autant à un député national, on donne autant aux assistants parlementaires. On va donner combien aux professeurs d'université et aux enseignants, aux militaires et aux policiers. On va donner combien aux médecins et à l'infirmier pour que tout le monde, de façon transparente, puisse avoir quelque chose qui lui permettra de vivre. C'est pour ça que je milite pour l'adoption d'un système de salaire minimum garanti. Très bien. Et moi, je propose un salaire minimum garanti d'au moins 1 000 $ par mois, applicable dans le secteur privé et public sur l'ensemble du territoire national. Les gens me diront, mais avec quel budget nous allons faire ça? Mais je leur dirai, mais avec quel budget vous voulez donner 33 000 $ aux députés? Merci beaucoup. Le même budget-là. Par conséquent, si le budget n'est pas suffisant pour garantir un salaire minimum garanti de 1 000 $ par mois à tout le monde,
En ce moment-là, le budget là n'est pas suffisant pour donner 33 000 $ au député national. Trouvons donc un juste milieu pour que chacun puisse avoir ce qu'il faut pour vivre correctement et avec dignité supporter sa famille. Donc voilà ce que je propose, qu'on mette en place une commission de détermination des grilles salariales. Merci beaucoup. Qui seront applicables donc à tout le monde sur l'ensemble du territoire national, mais qui permettra à tout un chacun de vivre avec dignité. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais une toute dernière question. Les obsèques de Sherbin Okende, un grand absent, c'était Noël Tchani. Moi, j'invite. En fait, je voudrais présenter à la famille de Sherbin Okende toutes mes condoléances. C'est quelqu'un que j'ai connu dans les dernières années de sa vie d'ailleurs. Je l'ai rencontré, nous fréquentons la même église, le Sacre-Cœur, l'église catholique ici à la Combé. Je l'ai rencontré là-bas, on s'est embrassé, on s'est dit au revoir, on s'est dit bonjour. C'est comme si on disait au revoir 2 semaines avant qu'il ne soit assassiné. Et je me rappelle, je lui avais demandé, mais est-ce que vous réalisez que c'est la première fois que nous nous rencontrons et la première fois nous nous embrassons comme si on se connaissait depuis longtemps, et je lui ai demandé, vous savez pourquoi? Il a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, mais c'est parce que tous les deux, nous sommes des pères et des mères. Et on avait rigolé, on a échangé, j'ai toujours son numéro dans mon téléphone. J'étais très scandalisé quand j'ai appris ce qui lui est arrivé. Donc, si j'étais au courant qu'il y avait cette messe-là, pour lui dire au revoir, je serais parti. Malheureusement, je n'étais pas au courant. Je l'ai su donc après. Je voudrais présenter sincèrement mes condoléances à sa famille. Et c'est inhumain qu'on puisse ôter la vie humaine dans des conditions comme ça. Il ne méritait pas ça. C'était quelqu'un de correct. Basé sur le peu que j'ai vu, basé sur la façon dont il se donnait aux fonctions publiques et basé sur ce que j'ai vu là quand je l'ai rencontré donc à l'église 2 semaines avant sa mort. Par conséquent, je voudrais sincèrement présenter mes condoléances à son épouse, à ses enfants, à toute la famille. Merci beaucoup. À moins que la réalisation nous accorde 2 minutes. Question d'actualité, ça c'est tombé comme ça. Probable rencontre entre les 2 chefs d'État, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, sous la médiation de Joao Lourenço, l'Angolais. Les 2 délégations ministérielles affûtent déjà les armes, mettent déjà un canevas sur place. Quelle chance accordiez-vous à cette rencontre? Je continue à penser que tout ce que le chef de l'État congolais peut faire pour arriver à ramener la paix, il faut le faire, il faut soutenir cela, il faut féliciter cela. Mais je continue à attirer l'attention sur le fait que Kagame n'est pas quelqu'un de crédible. On ne peut pas lui faire confiance. Il y a eu plusieurs chefs d'État dans le passé qui l'ont rencontré et à qui il a menti. Il ment à lui-même, il ment aux Congolais, il ment à la communauté internationale. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Et je considère que ce qui nous est arrivé avec le Rwanda, qui nous a fait perdre 15 millions de nos compatriotes, pour arriver à y mettre fin, il va falloir que nous puissions avoir 2 objectifs. Le premier objectif doit être pour nous, Congolais, de détruire la capacité militaire du Rwanda. J'appelle ça la capacité de nuisance. Tant que nous n'avons pas fait ça, nous n'allons jamais avoir la paix. Deuxième objectif, il faut se battre pour qu'on arrive à enlever du pouvoir Paul Kagame de la présidence de la République du Rwanda. Tant qu'il sera président du Rwanda, nous n'aurons jamais de paix. Par conséquent, je souhaite bonne chance à cette médiation qui est organisée par le chef d'État angolais Joao Lourenço, mais je ne fais pas trop confiance dans toute discussion avec Paul Kagame parce que c'est un menteur, c'est un receleur. Et il a démontré à travers le passé qu'on ne peut pas lui faire confiance. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. C'était pour nous un réel plaisir de vous le présenter. Et avec notre invité, je rappelle, Noël Tchani Mwadjamvita. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver dans les tout prochains jours avec d'autres thématiques. À tout moment, je suis à votre disposition. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion aussi de m'adresser à nos compatriotes. Merci beaucoup. Thank you.